Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer notre séance avec 10 minutes de retard, malheureusement. Et on va démarrer avec Madame le professeur Wiem Douira, que vous connaissez tous, qui est professeur et chef de service de radiopédiatrie à l'hôpital d'enfants. Et elle va nous entretenir de l'IRM chez l'enfant, les indications et ses limites. Merci, Wiem. Bonjour. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir invité. Et il m'a été demandé de vous présenter donc l'IRM en pédiatrie, indications et limites. Alors, d'abord, donc on doit définir donc c'est quoi ce mot IRM. Eh bien, donc, c'est l'acronyme de imagerie par résonance magnétique, qui est une technique d'exploration issue d'un phénomène physique connu depuis 1946 et qui permet de plus en plus un complément donc, dans l'exploration et dans le diagnostic de certaines pathologies. Alors, c'est une imagerie qui repose donc, et qui se fait à partir de la molécule d'eau, constituant principal de notre corps, en utilisant le principe physique de RMN, qui est basé sur trois choses principales que sont donc, un phénomène de résonance, un champ magnétique et un noyau d'atomes nucléaires ou protons d'hydrogène. Donc, c'est une imagerie non irradiante et non invasive, qui nécessite la présence d'abord d'un champ magnétique très intense de 1,5 à 3 Tesla, qu'on appelle B0, soit environ 30 000 fois le champ magnétique terrestre. Elle nécessite également la présence d'antennes de radiofréquence qui vont émettre des impulsions de radiofréquence transitoires, qu'on appelle un champ B1, et qui vont être à l'origine de la production du bruit et de la chaleur au cours de l'examen. Alors, cette technique repose également sur les propriétés magnétiques des protons. Alors, le proton, je vous rappelle que c'est donc la particule élémentaire qui constitue avec le neutron donc, le noyau des atomes du corps humain. Dans l'atome de l'hydrogène, qui est formé, comme vous le savez, par un proton et un électron, et qui rentre dans la composition de la molécule d'eau, qui représente, donc, qui est présente, plutôt, ce molécule d'eau est présent donc, en quantité très abondante dans le corps humain, quel que soit l'âge, soit environ les 2/3 donc, de la constitution des différents tissus de l'organisme. Je vous rappelle que le corps humain est formé de plusieurs systèmes et chaque système est formé d'organes. Chaque organe est formé de différents tissus, lesquels sont formés de cellules. Donc, les cellules sont formées de milliers de molécules et chaque molécule est formée d'atomes, dont le proton est l'un des constituants de ces atomes et donc qui est au cœur et au centre de ce mécanisme grâce à ses propriétés électromagnétiques. Alors, ce proton, je vous rappelle, donc chaque proton de notre corps donc, se comporte comme un petit aimant du fait de la présence d'une charge positive et de son mouvement de rotation sur lui-même permanente qui va lui conférer un petit champ magnétique qu'on appelle spin ou moment magnétique. Donc, à l'état naturel et dans n'importe quel tissu biologique, eh bien, donc, ces protons-là, la répartition de ces protons va être aléatoire avec une résultante qui est nulle de ces différents spins. Alors, si on va créer
un champ magnétique externe, B0, donc sur ce milieu-là, en équilibre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir une polarisation de ces protons, et donc, on va avoir un changement du sens de leur spin qui vont se diriger et avoir une direction qui est la même que celle du champ B0, avec le dégagement d'un certain niveau d'énergie. Alors, cette énergie, donc, on peut donc, la modifier en appliquant une onde de radiofréquence donc, qui va modifier l'orientation des spins. Et donc, en arrêtant cette onde de radiofréquence, qu'est-ce qui se passe? Donc, les spins donc, des protons vont revenir à leur état d'équilibre et ceci va être responsable du dégagement d'une deuxième onde de radiofréquence qui est à la base du signal de l'image IRM. Voilà donc le principe, donc, grosso modo, de la formation de l'image en IRM. Il repose sur ces caractéristiques électromagnétiques du proton que constituent les différents atomes de notre corps. Alors, comment se déroule un examen IRM? Eh bien, donc, au début, c'est la préparation. Et donc, en général, donc, cet examen, il ne demande aucune préparation préalable. Donc, le patient n'a pas besoin d'être à jeun, sauf cas particulier si on veut explorer les voies biliaires. Donc, c'est le seul cas là où on exige qu'il soit à jeun. Alors, mais par contre, ce patient-là, avant de rentrer dans la salle de l'IRM, il doit se débarrasser de tous ses vêtements en mettant une blouse de l'hôpital. Il doit également se débarrasser de tout objet métallique sur lui. Donc, il faut bien vérifier qu'il a enlevé donc, tout ce qui est métallique pour éviter d'avoir une interaction avec le champ magnétique. Il faut bien faire attention lorsqu'on fait rentrer un malade de réanimation, donc d'éviter qu'il soit accompagné d'une bouteille d'oxygène ou d'une potence, parce que c'est très grave, ça peut créer des accidents très graves avec le champ magnétique. Et donc, ce patient-là, si on préconise une injection de produits de contraste selon le type d'examen qu'on va réaliser, on doit également lui préparer une voie d'abord avant qu'il soit donc dans la salle de l'aimant. Alors, chez l'enfant, c'est particulier. Et donc, chez l'enfant, on doit installer sur la table d'examen de l'IRM un enfant qui doit être calme, immobile, avec d'emblée une voie d'abord qui doit être prise à l'avance pour éviter de l'agiter au cours de l'examen. Alors, ceci, bien évidemment, donc, est possible grâce à des moyens de contention qu'on doit l'utiliser, à une sédation, et si ça ne marche pas, on peut même avoir recours à une anesthésie générale. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Avant l'âge de 6 mois, généralement, une contention est largement suffisante pour immobiliser l'enfant et faire réussir l'examen. Entre 6 mois et 5 ans, c'est généralement la sédation, plus ou moins une anesthésie générale, et après l'âge de 5 ans, donc l'idéal et le meilleur moyen, c'est l'explication pour l'enfant, et on essaie de le mettre en confiance, sinon c'est une anesthésie générale. Alors, le déroulement de l'examen IRM proprement dit, eh bien, le patient sera allongé sur la table, et donc cette table va être déplacée à l'intérieur de l'aimant, et avant donc, tout ça, donc, on va mettre l'antenne, donc une antenne qui sera placée
au niveau de l'organe à explorer. Là, vous avez, comme vous voyez ici sur cet exemple, donc l'antenne est placée au niveau de la tête de l'enfant, donc on va explorer donc l'encéphale dans ce cas-là. Alors, le patient à l'intérieur donc du tunnel, il va entendre du bruit de fond, donc assimilé à un tambour, donc qui indique les différentes phases de l'examen. Donc, c'est un examen, je rappelle, qui est indolore, mais c'est un examen qui est assez long, qui dure en moyenne entre 20 et 45 minutes. Et pour notre enfant, si une injection de produit de contraste est nécessaire, il faut toujours veiller à injecter du produit de contraste paramagnétique, donc qui a l'autorisation de mise sur le marché pour les enfants, tels que le Deutarem et le Manivist. Alors, nous disposons de différents types d'antennes qui seront utilisées selon donc, la région qu'on va explorer. Là, vous avez donc l'antenne tête, donc lorsque une exploration cérébrale est indiquée, on a l'antenne du thorax, l'antenne abdomen, l'antenne des membres inférieurs, on a l'antenne des extrémités telle que l'antenne dédiée à l'épaule, poignet. Ici, vous avez l'antenne dédiée donc au genou, cheville et l'antenne donc du rachis, et même chez l'adulte on a l'antenne sein pour les femmes pour l'exploration des seins. Alors une fois qu'on a placé notre patient dans le tunnel, dans ce champ magnétique de l'appareil, eh bien tous les protons donc des atomes de notre corps vont s'aligner et leurs spins sont parallèles par rapport vont dans le même sens que ce champ magnétique B0. Alors l'antenne donc qui va explorer la région en cause donc va émettre des ondes de radiofréquence qui va perturber donc l'équilibre de ces spins des protons du corps humain de cette région, et donc le retour à l'équilibre donc de ces protons donc va dégager ce qu'on appelle une onde de radiofréquence. Cette onde de radiofréquence va être captée par les mêmes antennes qui sont à la fois émettrices d'ondes de radiofréquence et réceptrices. Et donc, après une analyse par un calculateur, on va avoir notre image, comme vous la voyez ici, donc sur notre console pour analyser et donc interpréter donc, toutes les régions anatomiques du corps. Donc, ceci va être à l'aide, moyennant donc, des temps de relaxation différents en fonction des différents types de tissus qui sont traversés par ces ondes de radiofréquence. C'est ce qui explique qu'on va avoir différents types de séquences. Des séquences qu'on appelle séquences anatomiques, qui vont nous donner une idée sur l'anatomie exacte des différents organes de notre corps. Il y a des séquences fonctionnelles, donc qui vont nous donner une idée sur la diffusion et la perfusion donc, des différents organes. Et puis, on a des séquences métaboliques qui vont nous donner une idée sur les différents métabolites dans le corps humain. Alors, ces différents types de séquences vont nous donner l'avantage d'une meilleure résolution spatiale et en contraste des différentes structures anatomiques, ce qui va nous faciliter la tâche pour donc, l'approche des différents diagnostics et des différentes pathologies dans les différents segments du corps. Alors, également, l'IRM nous permet de faire une étude multiplanaire dans les 3 plans de l'espace, dans les différents plans en sagittal,
en axial et en coronal. Et là, vous avez des exemples sur le cerveau d'un enfant. Avec la première coupe, c'est une coupe sagittale en T1, où vous voyez le liquide noir. Et donc, la deuxième coupe au milieu, c'est une coupe axiale en T1. Également, le liquide céphalorachidien au niveau des ventricules latéraux est noir, comme vous le voyez. Et la troisième coupe, c'est une coupe coronale T2, où vous voyez, au contraire, le liquide apparaît blanc en T2. Alors, les indications de l'IRM en pédiatrie, eh bien, les indications de cette technique d'imagerie est de plus en plus large. Donc, tous les systèmes du corps, sans exception, peuvent être explorés par cet moyen d'imagerie, avec, bien entendu, une note particulière pour l'exploration du système nerveux central, le cerveau et la moelle, mais également la pathologie infectieuse qui est très fréquente dans cette population pédiatrique. Alors, le protocole des IRM pédiatriques, bien évidemment, va dépendre donc, des renseignements cliniques. C'est pour cette raison qu'on exige à nos confrères cliniciens de nous donner le maximum d'informations parce que des renseignements cliniques et des orientations étiologiques va en découler notre protocole de réalisation de l'examen. Également, l'âge de l'enfant est très important à prendre en considération dans le protocole de réalisation de l'examen. Et donc, cet examen IRM, il doit au moins contenir 2 plans orthogonaux. De même, l'interprétation d'une IRM en pédiatrie doit tenir compte des éléments cliniques qui sont toujours fondamentaux, des principaux symptômes, de l'âge. J'ai mis 3++, parce que c'est très important, parce qu'on raisonne en fonction de la myélinisation, donc des processus de croissance chez l'enfant. Pour le cerveau, donc, il faut faire attention au processus de myélinisation, et pour la moelle osseuse, il faut également faire attention au processus de conversion de la moelle rouge en moelle jaune. Donc c'est très important de connaître l'âge de l'enfant, sinon on peut se tromper dans l'interprétation et prendre un truc physiologique qui est en rapport avec l'âge comme étant une anomalie de signal et l'interpréter comme pathologique. De même, donc, on doit tenir compte des dossiers antérieurs s'il s'agit d'un examen de contrôle. Alors, l'IRM en pédiatrie, eh bien, quels sont les avantages et quelles sont les limites? Je vous rappelle, donc, c'est une technique qui est non irradiante, qui n'utilise pas le produit de contraste iodé, donc pas de risque pour les reins. Donc, c'est une technique qui a l'avantage de donner un grand champ de vue. Elle a une bonne résolution en contraste et donc elle permet une analyse, une très bonne analyse du signal de tout ce qui est liquide, de tout ce qui est sang et de tout ce qui est graisse. Elle permet également une analyse parfaite du médiastin, du cordon médulaire, du contenu du canal rachidien et de la moelle osseuse, la médulaire osseuse. Mais ces limites, vous les connaissez, c'est un examen lent, qui est coûteux, qui nécessite chez l'enfant donc une sédation, voire une anesthésie générale, qui est aveugle en matière de l'exploration du parenchyme pulmonaire aéré, donc une IRM du parenchyme pulmonaire thoracique, ça n'a pas de sens, le scanner est largement suffisant. Et puis, parfois, le signal IRM n'est pas spécifique et donc il ne nous permet pas de donner une certitude de diagnostic parfois. Voilà, donc on peut, si le temps nous permet, de vous montrer quelques applications cliniques en IRM chez l'enfant. Alors, le premier dossier, c'est un garçon de 2 ans qui avait un coma convulsif fébrile
donc c'est une indication à une IRM, à la recherche donc d'une encéphalite, donc tableau qui est assez fréquent en pédiatrie chez l'enfant. Et là, l'IRM donc a montré bel et bien donc les signes sémiologiques en faveur d'une encéphalite que vous voyez ici. Donc je n'arrive pas à avoir le pointeur, excusez-moi. Donc une turgescence avec un hypersignal du ruban cortical diffus, c'est un hypersignal diffus du ruban cortical, une anomalie de signal des noyaux gris centraux également, bithalamique, avec une rupture de la barrière hémato-encéphalique. C'est une sémiologie IRM qui est en faveur de l'encéphalite virale aiguë primitive, qui va bel et bien avec le tableau clinique de l'enfant et donc le PCR sur liquide céphalorachidien a confirmé le diagnostic. Alors, deuxième cas clinique, c'est un garçon de 1 an qui avait un coma brutal, plus fièvre, plus convulsion. Donc, on lui a indiqué une IRM en urgence. Cette IRM, donc, sur ces coupes montrées, vous êtes bien d'accord qu'il y a donc une anomalie de signal au centre des différentes images qui nous frappe au milieu, donc un aspect grossier et blanc, disons, des noyaux gris centraux que vous voyez donc sur la coupe coronale au milieu et en haut, donc qui doit nous faire penser à une thrombose des veines cérébrales internes, et donc c'est la raison pour laquelle qu'on a complété par une séquence angio-MR veineuse que vous voyez en coupe native en haut et à droite, et en bas et à droite la reconstruction 3D qui montre qu'il y a une thrombose donc des veines cérébrales internes qui explique parfaitement bien la sémiologie sur les coupes natives T1 et T2 que vous voyez à gauche. Alors, troisième cas clinique, c'est un garçon de 11 mois qui avait une hypotonie plus trouble respiratoire et vomissement. Là, je vous montre ces coupes IRM. Et là, vous voyez qu'il y a des trous au niveau du parenchyme cérébral qui sont en blanc, en T2. Donc plusieurs trous blancs au niveau des noyaux gris centraux, au niveau de la substance blanche cérébrale périventriculaire. Et donc, c'est un garçon, hypotonie, troubles respiratoires. Avec tout ça, donc, on s'oriente plus vers les maladies métaboliques. Donc, et la sémiologie IRM également, elle va avec. Donc, on a évoqué la maladie de Leyck, une mitochondriopathie, donc par déficit complexe au complexe 1, et ça a été confirmé par le dosage donc, des lactates. Autre cas clinique. Donc, garçon de 6 mois, douleur fébrile du tibia gauche distal avec syndrome inflammatoire biologique, radiostandard RAS et échographie. On a réalisé une échographie qui n'a pas montré d'anomalie. Donc, la hantise, c'est de passer à côté d'une ostéomyélite au stade médical dont le traitement est une extrême urgence, d'où on a réalisé une IRM que vous voyez ici. Quelques coupes IRM de ce segment de membre. Et donc, sur la séquence T1, donc la coupe coronale T1 que vous voyez donc à gauche, montre un hyposignal T1. Donc là, vous voyez qu'il y a de l'œdème au niveau de la médullaire osseuse qui se traduit en hyposignal T1, en hypersignal STIR. STIR, c'est une séquence pondérée en T2. Et après injection de produits de contraste, en haut et à droite, la coupe coronale que vous voyez, donc on a un rehaussement, une prise de contraste. Et sur la coupe en bas et à droite, une coupe axiale injectée, vous voyez
l'œdème du périoste, qui est décollé de la corticale osseuse, et l'œdème des parties molles, qui, donc, c'est une sémiologie tout à fait parfaite d'une ostéomyélite aiguë au stade hématogène. Donc, on a conclu à une ostéomyélite au stade hématogène médical, donc, dont le traitement doit être instauré en urgence afin d'éviter les complications par la suite. 5e cas clinique, donc c'est un garçon de 4 ans qui présente des douleurs basithoraciques avec à la radiographie du thorax. Vous voyez cette opacité qui a toutes les caractéristiques d'une opacité médiastinale postérieure et inférieure, donc, que vous voyez sur la radiographie du thorax. Il a un petit déficit neurologique, donc on craint donc, devant cette opacité médiastinale postérieure chez un enfant, le neuroblastome, et plus précisément le neuroblastome en sablier avec une extension intracanalaire. Dans l'examen type et idéal, donc dans l'exploration type et idéal dans ce cadre-là, c'est une IRM en urgence à la recherche de signes de compression médulaire que vous voyez très bien illustrés sur les coupes sagittales et axiales que je vous ai montrées. Donc, il s'agissait ici d'un neuroblastome thoracique inférieur en sablier, envahissant donc le canal rachidien via les trous de conjugaison et entraînant un tableau de compression médulaire qui doit être donc jugulé en urgence. Voilà donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai apporté un plus et j'ai répondu à la question posée. Merci beaucoup, professeur W.M. Douira, pour la clarté de votre exposé et pour justement le respect du temps. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre 2 questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça a été très clair, très bien, bien, merci beaucoup.